It's a rich thing. Madame, Monsieur, merci de vous joindre au rendez-vous de grands enjeux qui aujourd'hui va tabler sur la question de l'éducation, et ceci à la faveur de la journée du 24 janvier dédiée par les Nations Unies à l'éducation. Alors, nous avons donc pour vous sur ce plateau Monsieur Serge Bondedi Elé, qui est secrétaire général et représentant juridique d'une organisation qui s'occupe des questions notamment de l'éducation, Young Men Action for Education, ONG, enfin ONG c'est en français, c'est littéralement... Action de jeunes pour l'éducation. Voilà, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et bonne année. Merci à vous autant. Alors, parlez-nous un peu de votre organisation. Oui, la structure que vous avez donné la dénomination est vieille dans son existence. Depuis 2006 qu'elle existe. Elle est autant une ONG, en même temps partenaire éducatif du gouvernement, c'est-à-dire nous prenons part et accompagnons la préparation et la mise en œuvre de politiques éducatives. Nous sommes aussi un mouvement de la société civile et à la fin, une organisation de défense des droits humains, mais avec spécialité les droits économiques, sociaux et culturels, mais beaucoup plus d'accent sur les droits à l'éducation dans toutes ces dimensions. L'organisation est implantée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 24 secrétaires provinciaux qui sont opérationnels, qui fonctionnent, qui sont dans des missions de monitoring, d'observation, de plaidoyer et consorts. La plus récente, qu'on a bouclé hier, le secrétaire provincial Dio Katanga, qui était dans une mission à Likasi. Si vous vous rappelez, pendant la campagne, il y a eu des mécontentements d'un certain nombre d'individus qui avaient dit lors du passage du candidat numéro 20 que la gratuité n'était pas d'application. On a déployé donc une mission d'observation, de monitoring pour essayer de vérifier ces faits. Donc c'est un peu comme ça, et nous avons aussi quelques répondants au niveau de pays étrangers. C'est une organisation de droits congolais constituée, pour ne pas dire des Congolais, des pères et des mères, et dont je suis le secrétaire général et représentant juridique. Nous avons un focus sur les questions de l'éducation, et par rapport à ça, nous mettons en œuvre des programmes, des projets, des mouvements, des campagnes, notamment qui est beaucoup plus connu et qui parfois les gens pensent même difficilement de nous identifier par rapport à Imaye, mais ils nous identifient par rapport à la campagne École des Amambongoté, qui a appuyé, qui avait plaidé parmi les organisations qui ont plaidé en 2019, lorsque l'actuel chef de l'État avait accédé à la magistrature suprême par une activité de sit-in devant le Palais de la Nation. C'était le 24 janvier 2019. On avait plaidé pour l'instauration de la gratuité. Et nous avons aussi d'autres programmes, notamment le programme de promotion des sciences techniques et des outils technologiques. Là, c'est un focus sur l'enseignement technique et formation professionnelle. Nous avons aussi un autre programme axé sur la promotion de l'éducation de la jeune fille, qu'on appelle programme Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Je crois, après le mois de février, c'est à ce moment-là que nous animons beaucoup d'activités, notamment des journées d'animation des conférences thématiques dans les écoles et universités. Et cette fois-ci, on fera un accent sur le programme de développement local des 145 territoires qui, d'après l'approche DDH, droits humains, répond aux droits, à la troisième génération des droits humains, les droits au développement. Mais comment les jeunes comprennent ou ont la perception sur les infrastructures, comment compte-t-il le pérenniser, c'est-à-dire initier les jeunes au droit à l'autodétermination pour faciliter aussi la durabilité
de ces infrastructures qui vont faciliter la jouissance des droits des services élémentaires de tout individu. D'accord. La question de l'éducation est aussi au cœur des objectifs même de l'UNICEF. Nous remercions l'UNICEF RDC pour l'ensemble du soutien apporté aussi à cette production. Vous savez, les thèmes, je voudrais juste avoir votre commentaire sur les thèmes de cette année, à savoir l'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité publique. Effectivement, c'est même cette considération qui constitue la leitmotiv de notre action et de beaucoup d'activités que nous menons. Parce que dans les développements des actions actuellement dans le monde, beaucoup ont perdu ces considérations-là sur l'éducation. De telle en sorte qu'ils ont développé notamment des activités qui vont dans le sens du lucre, en dénaturant le sens même de l'éducation. Alors, il est important que les uns et les autres sachent que l'éducation est un droit, c'est un bien public. Et la troisième considération que vous avez dit, parce que ça ne peut jamais être normal. Je crois que c'est ce qui existait en grand nombre avant même l'instauration de la gratuité. Au moment où, pour faire inscrire son enfant à l'école, il faut soumettre le parent ou l'enfant par ses parents au paiement de frais, ce sont des faits qui changent la nature même de l'éducation. En ce moment-là, l'éducation se substitue à un produit commerciable ou à un service à marchander, alors qu'il est un droit, c'est un droit pour chaque individu de disposer ou de jouir de ses droits à l'éducation. Alors, pour que les actions soient menées en faveur des populations, c'est-à-dire éviter les discriminations et les inégalités sociales, il est important que cette éducation soit avant tout publique. Parce que lorsque l'éducation est avant tout publique, l'État va suffisamment investir des moyens qu'il faut pour pouvoir permettre, parce que les États ont comme obligation, d'après l'approche des droits humains, le devoir d'assurer la mise en œuvre des droits, dans lequel il y a le droit à l'éducation reconnu à chaque individu. Mais par contre, si l'éducation comme service est détenue ou l'offre éducative est beaucoup plus présentée par le privé, ces derniers visent avant tout leurs intérêts. Mais est-ce qu'on ne peut pas comprendre cela dans la mesure où les secteurs de l'éducation, n'en déplaise votre slogan que là c'est ça mon bon côté ou quelque chose comme ça, bref, l'éducation n'est pas un business ou les affaires. Mais est-ce que justement le domaine de l'éducation est aussi ouvert au privé et parfois ces privés ont la prétention d'apporter de la qualité, parce que la plupart du temps l'éducation dans le domaine public est plutôt les niveaux un peu rabais. Ce que vous dites, vous avez totalement raison, parce que l'éducation est normatif. Elle est mise en œuvre ou assise sur base des normes. Parmi ces normes, il y a ce qu'on appelle la coéducation, ou carrément dans le langage du commun des mortels, le partenariat éducatif. Et ce partenariat éducatif est reconnu même dans notre Constitution, parce que je crois à l'article 43 ou 42 de la Constitution, il est clairement dit que l'enseignement national est pourvu dans les établissements publics et privés. Donc, le privé ont leur place de choix dans la présentation de l'offre éducative. Mais il y a une nuance. Même si les privés, il leur est reconnu le rôle et la place dans la dispensation dans l'offre éducative, mais cependant, ce travail est soumis au contrôle de l'État. Oui, je comprends. Bon, mais aussi la question fondamentale aujourd'hui est, est-ce que
l'État ou ses représentants ont-ils la prise de conscience requise sur l'importance de l'éducation? Parce que cette question paraît tellement politisée qu'on en oublie même que nous sommes en fait en train de préparer le Congo de demain. Ouais. Et que l'éducation se trouve au cœur de notre existence en tant que nation demain. Effectivement, le secteur éducatif a connu des moments de gouffre qui ont eu leur premier temps depuis les années 80. Et cela s'est cristallisé davantage vers les années 90 lorsque l'église mère, l'église catholique, par la clergé, a demandé au maréchal, le feu maréchal Mobutu, d'ouvrir, de faire sauter les digues de manière à permettre aux parents d'intervenir. C'était un problème vrai. Il s'est posé effectivement un problème avec la conjoncture internationale que l'État ne pouvait plus assurer le paiement des salaires et de frais de fonctionnement des écoles. Mais malheureusement, cela a laissé la place, ce sont des faits historiques, peut-être on ne peut pas en revenir beaucoup là-dessus. Mais ce que je vais ici faire remarquer, c'est effectivement un problème majeur. Et nous ne serons pas honnêtes à notre niveau si nous ne disons pas ce que nous avons documenté comme des signes positifs. Nous avons constaté, parce que le plus grand plaidoyer qu'on a toujours fait, c'est en une phrase, les retours de l'État dans ses rôles et fonctions. Oui. Son rôle comme pouvoir organisateur de l'enseignement, à qui revient la charge de contrôler les contenus, d'organiser les évaluations et de procéder à la certification. Ça, c'est le rôle de l'État. Et dans ces fonctions, de financer l'éducation et d'intervenir même, parce que la loi reconnaît aussi la fonction de l'État à travers des subventions ou des appuis aux écoles notamment privées. Et ici, la configuration du système éducatif congolais est un peu complexe. Si dans d'autres pays, on a directement les écoles publiques et privées, en RDC, on a les écoles publiques qui ont aussi, soit directes comme publiques, qui sont gérées directement par les représentants de l'État au niveau des provinces, ou les écoles conventionnées. Oui. Là où il y avait beaucoup plus de complexité et où il y avait même beaucoup de problèmes lorsqu'il y a eu instauration de la gratuité. Exactement. Et on a les conventionnés parfois fonctionnent comme des privés. Voilà, comme des privés. Oui. Et c'est autant complexe. Et vous avez directement les écoles privées agréées. Alors, nous avons documenté des avancées assez significatives. D'abord, l'accroissement du budget, parce que lorsqu'on parle de gratuité de l'enseignement, c'est auprès de bénéficiaires qu'il y a gratuité, mais les coûts de l'éducation persistent, existent. Oui, existe. Et ces coûts-là sont pris en charge par l'État. Et on a noté, dès 2019, il y avait accru de dépenses de l'État en faveur de l'éducation, ce qui a eu comme incidence amélioration de l'enveloppe salariale pour les enseignants dans leur ensemble et l'octroi des frais de fonctionnement. Il est vrai, nous comme organisation de la société civile, nous disons que ce n'est pas suffisant. Mais on est aussi congolais, nous suivons l'analyse des paramètres économiques, internationaux comme locaux. Il est vrai qu'on ne pourra pas s'attendre à la République démocratique du Congo de faire comme les États-Unis parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais est-ce qu'il n'y a pas un minimum requis en termes de pourcentage du budget versé à l'éducation? Bon, s'il faut baser cet élément par rapport aux engagements internationaux, je crois que ce sont des conventions ou les accords du Dakar qui exigent aux États de consacrer au moins 22% de leur budget à l'éducation. Il faut reconnaître que ça va faire 2 ans que notre budget a connu une régression. Je crois que c'était en 2019 ou 2018 qu'on avait effectivement atteint le 21% du budget national, mais ça va faire 3 ans que nous sommes maintenant entre 19, 18 ou 16%. De la part du gouvernement, ils estiment qu'ils ont réduit cette enveloppe, d'autant plus qu'il y a accru du budget de manière globale. Mais ça, ce n'est pas respecter les engagements internationaux. Mais dans le fond, on sent qu'il y a quand même augmentation. L'enveloppe devient de plus en plus consistante.
Mais cette consistance, jusque-là, se limite au niveau de paiement des salaires des enseignants. Or, pour atteindre la qualité de l'enseignement, ce n'est pas seulement question de salaire des enseignants. Il est vrai que les conditions socio-professionnelles de l'enseignant a une place prépondérante dans une éducation de qualité, mais il y a la place de l'école. Oui, mais moi, j'allais aussi dire, c'est vrai, les cadres où se diffusent ces savoirs ou cette connaissance. Mais si on se situe aussi en aval, parce que là, vous avez évoqué les questions de l'éducation en amont, mais si on se situe en aval, du point de vue du bénéficiaire de cette éducation, est-ce que l'enfant ou l'élève congolais aujourd'hui est-il compétitif comparé aux normes à travers le monde? Ah oui, c'est une question complexe qui a plusieurs dimensions et qui est vraiment complexe parce que d'après beaucoup de témoignages, les élèves ou les finalistes qui vont à l'étranger font beaucoup de prouesses. Même si aujourd'hui les documents des fins d'études du secondaire en RDC posent toujours problème à l'international. Voilà. Ils sont toujours contestés. Voilà, on vous refait passer des examens et des examens. C'est ça en fait la nature de la complexité de cette question. Parce qu'il y a de ces experts qui estiment, surtout en Afrique francophone, qui estiment que la RDC disposerait de meilleurs systèmes d'évaluation. Donc, mais là où il y a effectivement des critiques, si nous prenons par exemple avec le manuel, la didactique, le pays est un peu en retard. Pas un peu. Le pays a enregistré beaucoup de retard. Parce que si nous prenons le cas de l'enseignement technique et professionnel, aujourd'hui, je crois, dans votre studio, vous avez des lettres. Est-ce que l'élève congolais est-il en mesure, qui est dans l'électronique ou dans l'électricité, est-il en mesure d'assurer la maintenance et l'entretien des ampoules ou des LED carrément, des foyers lumineux sur base de LED? Vous voyez un peu, c'est sur base de l'évolution, de progrès technologiques. C'est ça, en fait, qui milite lorsque l'étudiant ou l'élève congolais arrive, notamment dans des pays occidentaux, qu'il soit de nouveau soumis à beaucoup de tests pour mesurer au moins ces niveaux de compétences. Là, effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Mais il y a aussi une part historique. Lorsque les gens font de la guerre, lorsque les gens font de la rébellion, lorsque les gens font des mouvements subversifs, ils créent de menaces dans les écoles. Vous avez vu avec Kamina Sapo. Exact. Des centaines d'écoles ont été détruites. Dans l'espace kassaïen. Ouais. Et les premières cibles de ces mouvements insurrectionnels ont été des écoles. Des écoles. Les écoles ont été sérieusement détruites. Le conflit des Teke et Akwamut. Oui. Au-delà d'attaquer les écoles, mais jusque-là, il y a de ces écoles qui ne savent pas fonctionner. Et ici à Kinshasa, pas plus tard qu'hier, il y a eu un constat malheureux. Notre point focal était sur place. Dans la commune de Makala, beaucoup d'écoles ne savent plus fonctionner. Parce que même les élèves sont soumis à des actes criminels, notamment des criminels, du banditisme urbain, les Koulouna. Et si déjà dans une société, nous perdons les symboliques de l'école, mais cela a toutes les conséquences possibles. L'école doit être sacrée. Elle doit être sacrée. Elle doit être sacrée à tout point de vue. Donc là, il y a effectivement beaucoup d'implications, parce que ça montre aussi qu'à un certain niveau, le système a failli, parce que le système a produit des citoyens qui ne savent pas protéger l'école, qui les a formés. Donc l'école ne les avait pas suffisamment formés à protéger, permettez la tautologie, l'école. Donc effectivement, pour revenir à votre question, il y a effectivement beaucoup de paramètres
qui font que peut-être à l'étranger, qu'on puisse douter un tout petit peu de nos finalistes. Mais il est vrai, lorsqu'on met ces finalistes ou les apprenants qui ont été au Congo devant des défis, ils montrent quand même leur prouesse. Donc, c'est question d'arranger avec les conditions des apprentissages qui continuent un peu à poser problème dans notre pays. Ouais, vous avez évoqué la question du Kuluna, qui demeure un défi à ce jour. Ça s'est propagé sur l'ensemble du pays. Et là, c'est l'éducation parascolaire, au-delà de l'institution école. Oui. Mais comment est-ce que nous pouvons faire face à ces problèmes qui est un peu la conséquence des actes des parents en amont? Parce que ces Kulunas, ils sont finalement les enfants de quelqu'un, ouais, et pour lesquels on n'a pas pu suivre correctement, assurer une bonne éducation, et qui sont sortis des canons pour pouvoir se prendre en charge, entre guillemets. Effectivement, la question de banditisme urbain devient trop inquiétante, mais elle est multidimensionnelle. Il y a la démographie qui intervient, il y a l'urbanisation aussi qui intervient, mais au centre, l'éducation et la formation. Quand on a dit ici, depuis 1980, le pays a connu des moments sombres, suivant le contexte économique mondial, et voire même le contexte politique local, et ce qui a favorisé l'arrêt des investissements publics dans le secteur de l'éducation. Au moment où on ne construisait plus des écoles, les familles continuaient à mettre au monde. Oui. Les enfants continuaient à naître. N'allons pas en province, restons à Kinshasa. La commune de Ngaba, qui a accueilli une fois notre assemblée publique sur la question de la privatisation de l'éducation, cette grande commune, cette commune qui a une grande densité de population, ne compte pas plus de 8 écoles publiques. Tous ces enfants, toutes ces personnes qui ont connu leur naissance de 1985 à ce jour, pour la plupart des cas, sont prises en charge, au moins ceux qui ont la chance de fréquenter une école, pour la plupart des cas dans des écoles privées. Mais est-ce que ces écoles privées remplissent-elles toutes les conditions de viabilité? C'est une question difficile à répondre. Alors, c'est comme ça que toutes ces populations ont connu leur naissance, ont grandi. Et vous l'avez si bien dit, ce n'est pas seulement une question d'école, mais aussi la question de l'éducation parascolaire, l'éducation sociétale. Les gens aujourd'hui, je peux peut-être vous faire rire par une anecdote. Lorsque nous voyons les jeunes sur des motos faire des jeux aux risques et périls de leur vie, mais il y a de ces jeunes, son premier jouet de la vie, c'est être sur une moto. Il n'a jamais eu l'occasion d'avoir une moto en jouet. Donc, il vit avec les séquelles du manque de jeux. Or, pour modeler la personnalité d'une personne, il y a notamment la place des jeux et loisirs. Alors, lorsque ces jeunes se retrouvent sur cette moto, ils considèrent que c'est pour lui un jouet. Et malheureusement, il peut être heurté face à un accident. Alors, vous avez une grande partie des populations qui sont nées et grandissent dans ces conditions-là. Et malheureusement, il n'y a pas des aires de jeux, il n'y a pas de bibliothèques, il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas des espaces d'humour pour détendre les esprits. Nous grandissons dans un environnement violent en permanent, violence en termes d'actes, violence avec des tapages d'urnes, avec tout ce qu'il y a comme l'environnement insalubre. Et le plus grand encore problème qui s'ajoute, le manque d'occupation. Ces jeunes qui manquent quoi faire, les plus grands problèmes une fois de plus, lorsqu'ils sont affamés. Mais c'est un tableau sombre et j'ai comme l'impression que l'effet que vous épinglez risque de ne pas avoir de solution dans l'immédiat et ça veut dire qu'on en est encore là pour un bon bout de temps. Effectivement, ça peut être ça, mais comme on dit, au grand mot, des grands remèdes,
je suis de ceux qui militent pour un état d'exception sur certaines questions. Notamment la question de l'éducation. Notamment la question de l'éducation, notamment la discipline à Kinshasa. Nous sommes en face d'une situation qui est presque catastrophe éducationnelle et de formation, mais aussi une sorte de catastrophe de démographie. Alors, vous voyez actuellement dans les pays occidentaux, ils sont en train de plus en plus de revenir sur la traite humaine, qui est condamnable, mais ils donnent de cela de la forme. Vous avez beaucoup de pays maintenant, avec l'Europe, qui refusaient l'immigration clandestine, mais ils se sont dit, bon, puisque la Chine est en train d'évoluer, carrément il faut ouvrir le frontière. Voilà, nous avons besoin de la main-d'œuvre. On a besoin de la main-d'œuvre. Du point de vue, l'Allemagne a trouvé un mix assez intéressant pour pouvoir encadrer et surtout les Turcs. Voilà. Oui. Mais est-ce que nous-mêmes, les Africains, sommes-nous conscients que ces fuites de cerveau est en train de nous desservir? L'expérience de Kanyamaka, c'est avec les services nationaux, est éloquent. Ce sont ces expériences pareilles qui méritent l'amplification et la duplication à travers le pays. Justement, je pensais aussi à l'apprentissage de métiers pour tous les jeunes non scolarisés, tous les Koulouna. Exactement. Mais est-ce que nous avons la capacité d'absorber, parce que c'est quand même une grande masse, d'absorber tout ce monde, mais après de leur donner des vrais débouchés. Parce qu'une chose est de les former, mais une autre est de leur retrouver une raison sociale. Effectivement, il faut un écosystème, parce qu'au-delà de ces jeunes désœuvrés, nous avons aussi une grande masse de déplacés internes, issus de zones de conflits dans notre pays. Nous sommes un pays le premier pays, si pas dans le monde, mais en Afrique, qui comprend un plus grand nombre de déplacés à l'interne. C'est-à-dire des gens coupés de leur vie naturelle, coupés de leurs occupations initiales. Ils sont là, main bredouille, croisant le main, ils savent comment s'en sortir. Et nous avons aussi de plus en plus un pays qui a une grande masse de populations incarcérées. Tous ces gens qui sont en situation d'incarcération, lorsqu'ils sortent des maisons d'arrêt ou des centres pénitentiaires, ils ne savent plus quoi faire et ils sont davantage tentés de revenir à leur vie criminelle. Alors, tout ça, nous, en tout cas, à notre niveau, on a eu à penser sur ça. Nous avons fait un travail où nous avons identifié 138 métiers utiles pour former ces jeunes. Mais malheureusement, c'est vrai, il existe un ministère de la formation professionnelle, mais qui a un budget presque nul. Un budget presque nul. Je crois il y a 2 ans, nous avons fait beaucoup de mouvements que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont cru qu'on était en train de les attaquer. Des sit-ins, notamment au secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur de l'éducation, où nous avons fait voir, devant la Banque mondiale, devant Paquet, nous avons attiré la sonnette d'alarme pour dire l'éducation structurelle, oui, mais nous avons des problèmes réels qui posent des problèmes à notre société. Il faut absorber cette masse de personnes. Et pour cerner la volonté d'un État, c'est dans l'expression budgétaire. Mais malheureusement, c'est ce qui n'est pas encore le cas. Le ministère de la formation professionnelle, je crois qu'il n'y a pas 6 mois que ce ministère venait d'avoir un comptable d'État. Vous imaginez? Depuis qu'on a créé ce ministère, le ministère n'avait jamais un comptable d'État. Donc si déjà le ministère ne dispose pas d'un comptable d'État, c'est-à-dire que le gouvernement ne pense pas suffisamment. Il est vrai que le pays a beaucoup de défis sécuritaires, mais nous sommes dans une situation d'explosion démographique. Soit on va continuer comme ça et ça sera comme Haïti pour bientôt, parce que déjà il y a des points où vous ne pouvez plus y accéder à cause des Koulouna. À Kinshasa, au niveau de Delvaux, il y a des points où vous ne pouvez pas accéder. Soit l'État se rend conscient de cette situation, donne suffisamment de moyens, il faut créer effectivement un écosystème. On l'a aussi expérimenté. Je vous ai dit qu'on a listé 138 métiers. On a expérimenté à Goma avec
un site de déplacés internes. On avait fait une phase pilote de formation d'une vingtaine de dames déplacées de guerre en pâtisserie. Maintenant, ils sont au nombre de 30 en formation à coupe et couture. Mais nous sommes un SVL, nous sommes en train de faire des expérimentations pour dire au gouvernement, parce que ça ne revient pas aux ONG d'apporter le développement. Oui, parlant des dames, je voudrais rebondir là-dessus pour évoquer la question du genre. Parce que dans notre pays, selon une certaine tradition, la femme, la jeune femme et la fille sont généralement remises au second plan. Ouais. Y compris dans les activités de tout le jour, dans les questions dans les décisions qui concernent les foyers, la famille. Et on n'a pas toujours conscience des subtilités d'intelligence dont les pays se privent. Et on a remarqué que jusqu'à ce jour, dans certains coins du pays, les jeunes femmes sont mariées souvent des forces à l'âge mineur. Et vous êtes sans ignorer un fait qui a défrayé la chronique actuellement s'agissant d'un pasteur, pour ne pas les citer. Eh bien, est-ce que la RDC éducationnelle prend-elle nécessairement conscience de l'intérêt ou de l'apport du genre dans les développements démographiques et les développements du pays de manière générale, en donnant à la femme la place qui lui revient? Bon, déjà du point de vue cadre légal, la République démocratique du Congo a connu beaucoup de progrès. Vous avez la parité qui est consacrée dans la Constitution. Mais on a vu qu'aux élections, sans vous interrompre, ouais. Eh bien, c'était quand même assez surprenant. Ouais. Alors même que la CENI avait offert aux partis et regroupements politiques de les exempter des frais de dépôt des candidatures si ils proposent 50% des femmes. Ouais. Aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a aligné des femmes. Voilà. Bon, ça c'est... Et là maintenant, on va même au-delà même des simples lois, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des lois, mais il faut que nous soyons effectivement convaincus de ça. Et ça, c'était assez symptomatique. C'est maintenant une question fondamentale. Moi, je me rappelle une fois, j'étais en face, il y a quelques années, d'une dame sud-africaine. Elle voit la composition, je crois, il y a 4 ans, de notre structure. Et elle me dit, mais monsieur Serge, je ne vois pas assez de femmes. Je lui ai dit, madame, en tout cas, je n'aime pas les cadeaux. C'est ça, en fait. Il y a, en tout cas, d'emblée, il y a 2 reproches que personnellement, je fais. C'est la faute aux femmes? En tout cas, je le dis très souvent aux collègues, aux consoeurs qui sont dans le mouvement associatif de la société civile féminine. D'abord, vous avez une fixation sur le domaine politique et civil. Et on fait croire, ou on pense, si on pense que la parité, c'est seulement dans des fonctions politiques, là, en tout cas, on a une très mauvaise conception de la parité. Deuxièmement, une mauvaise approche, une remarque, si on peut le dire ainsi, lorsque on croit que la parité exempte la fille ou la femme de la compétitivité, des performances. Là, en tout cas, on part sur de très mauvaises bases. Lorsque je suis la ministre du Plan, par exemple, vous voyez de la profondeur, de la pertinence. Il y a beaucoup d'exemples, de Geneviève, Inagosi, ainsi de suite. Vous sentez de la pertinence dans le raisonnement. Il est vrai, sur le plan, par exemple, de l'éducation, la femme, la fille est classée parmi les personnes faisant corps de groupe vulnérable de l'éducation. Absolument. Et ce que vous dites là n'est souvent que la conséquence de ce qui s'est passé en amont, parce que vous connaissez les pourcentages de déperdition scolaire s'agissant des filles et des garçons. Exactement. Alors, il faut maintenant un travail de fond. Ouais. Alors d'emblée, il faut, avant de faire ce travail,
il faut que le leader féminin mette en tête, surtout dans leur communication, que la parité n'exempte pas la femme et la fille des performances, des compétitivité, des capacitations et mais est-ce que ça ne devrait pas plutôt être un engagement? Bon, c'est vrai, vous avez évoqué ici la question de la parité, mais est-ce que l'État ne devrait pas davantage aller dans ce domaine? Parce que laisser cela au privé, ce n'est peut-être pas évident. On devrait, comme les cas dans certains pays, par exemple l'Afrique du Sud post-apartheid, il y a eu ce qui a été fait, qu'on appelait les Black Empowerment, c'est-à-dire promouvoir les leadership dans les affaires ou dans la politique des hommes noirs. Et pour essayer un peu de compenser. Est-ce que l'État congolais ne devrait pas aussi se lancer dans ce sens? Effectivement. Et peut-être en bout de piste, on aura davantage de femmes compétitives parce qu'on en a soutenu suffisamment. Effectivement, il faut effectivement de mécanismes ingénieux. Alors, dans ce même sens, il faut alors, comme je disais, pour avancer, il faut se mettre d'accord sur ces deux principes. Il faut de la compétitivité, ce n'est pas question des cadeaux. On vous a listé sur la liste d'un parti ou d'un regroupement politique, il faut battre campagne. Il ne faut pas s'attendre à être placé parce que le fait qu'on est femme, non. Et ces erreurs commises sur le plan politique et civil, il faut enterrer ça. Alors, déjà aussi d'autres erreurs, lorsqu'on a beaucoup plus fait de la journée du 8 mars comme simplement une journée festive. C'est donc les erreurs que les hommes ont aussi connues avec le début des indépendances, il ne faut pas que les femmes aussi commettent les mêmes erreurs. Alors, il faut investir dans des secteurs de croissance. Vous voyez, si l'Afrique du Sud a fait dans le domaine politique, de leadership et de management, c'est bien, mais ça sera encore mieux. Par exemple, dans les domaines, dans les écoles techniques et professionnelles, même jusqu'à l'université, si vous regardez les statistiques, vous avez moins de formateurs femmes. Elles ne sont pas assez. Alors, si aujourd'hui l'État, par exemple, facilitait des bourses, par exemple, sur les sciences des mathématiques, pour soutenir 100 femmes, parce que nous avons des minéraux précieux, pour notamment l'industrie des technologies de pointe et de la télécommunication mondiale, est-ce que la femme est consciente de ces enjeux? Est-ce que la femme est consciente de cette responsabilité? On a connu le caoutchouc, on a connu le diamant, on a connu le bois. Aujourd'hui, combien de femmes? On a lancé une formation à menuiserie. Je crois qu'on a sur 20 candidats. Sur 20 candidats qui suivent la formation, il n'y a pas 10 femmes. Vous êtes en fait en train de victimiser les victimes. Donc, en fait, ici, c'est l'appel à la responsabilité. Mais voyez-vous, si par exemple l'État décidait de châtier sérieusement les mariages forcés, ce serait déjà un bon pas. Si l'État appuyait la formation ou l'éducation des filles, parce que le problème souvent, dans les centres urbains, on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'arrière-pays, une jeune fille, en réalité, elle sert à l'écosystème de la famille, parce que c'est elle qui va aller dans le champ, pendant que son frère va aller à l'école. C'est elle qui doit être mariée avant pour permettre à la famille d'avoir quelque chose. Mais c'est une forme de chosification de la femme. Et ça, c'est à grande échelle au niveau national. Et si on commençait d'abord par pouvoir interdire et châtier les contrevenants, et peut-être s'il y a des bourses financières, parce que souvent, dans l'arrière-pays, les parents sont dans une situation délicate, un dilemme cornélien, entre payer les frais scolaires pour les garçons et payer pour la fille. Et souvent, quand on sait que la fille va finalement être mariée et aller ailleurs, donc on paye pour les garçons et la fille. Effectivement, alors comment pouvez-vous attendre à ce que
ces filles soient performantes une fois qu'elles deviennent des femmes. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cela même que nous avons mis en place les programmes Filles d'aujourd'hui, Femmes de demain. Ouais. Il faut que c'est même la base. Lorsqu'il y a la femme est en face de ces problèmes, elle doit réfléchir pareillement avec l'homme. Elle doit trouver des solutions à ces problèmes et ne doit pas jouer le rôle de second plan. Alors, moi je dirais même qu'il est temps même pour l'État d'aller plus loin. Au-delà du mariage forcé, au-delà de la prohibition du caractère du mariage de mineurs, mais moi je pense, pour protéger la fille ou la femme, il faudrait même interdire les relations sexuelles avant 21 ans de la femme. Parce que ce que nous voyons avec des hommes avancés suffisamment en âge et des filles 22 ans, 21 ans, c'est alimenté notamment à cause de la pauvreté. Le facteur de la pauvreté joue un rôle dévastateur parce que à cause du manque du pain, à cause des moyens de survie, aujourd'hui, pour besoin d'avoir un téléphone, les filles se laissent exploiter sous diverses formes. Et je pense qu'il sera important pour protéger la fille et la femme d'interdire même, ça paraît bénin, mais c'est quand même important. Alors, pour terminer, effectivement, il faut protéger. Je suis un habitué de l'arrière-pays. Je connais dans quelles conditions vivent ou évoluent surtout les filles à l'intérieur, où parfois pour aller dans une école, il faut faire 20 km, il faut faire 15 km. C'est vraiment un parcours pas facile. Il faut beaucoup d'investissement et il faut des mesures qui effectivement encouragent la fille aux études et aux apprentissages. Et surtout, il faut beaucoup de méritocratie parce qu'il y a aussi un facteur qui décourage. Un formateur qui est en face d'une fille, souvent elle a un regard d'un lion en face d'un gibier. Il faut casser ses habitudes et cela nécessite des actions coercitives de la part du pouvoir organisateur. Parce qu'un formateur a quand même une influence autoritaire sur l'apprenant, qui peut être une étudiante, qui peut être un apprenant dans un centre de formation professionnelle ou une écolière. Si l'État ne sait pas sanctionner ceux qui considèrent les étudiantes, les élèves, les écolières, ou même dans le milieu professionnel, les femmes comme étant leur proie, et ça sera difficile, beaucoup vont fuir, beaucoup vont abandonner parce qu'elles se sentiront vraiment en insécurité relationnelle. Merci Monsieur Serge Bondedi Eley d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir enrichi certainement notre public en cette journée dédiée à l'éducation. Nous remercions aussi l'UNICEF RDC pour la documentation et l'appui à la production. Merci et à toute chaîne. Au revoir.